Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'Europe. L'Europe qui fait face à une violente vague d'antisémitisme. Hier soir, le Premier ministre des Pays-Bas a dénoncé une violence antisémite pure et simple après les attaques et la chasse aux Juifs à Amsterdam. Le choc et la honte perdurent, a-t-il dit, alors que des tensions ont de nouveau éclaté hier dans la nuit dans la capitale. Il appelle à une action forte. Monsieur le ministre, quelle pourrait être cette action, même au niveau européen ? Bon, déjà, effectivement, il faut constater que depuis le 7 octobre, même si en réalité c'est un phénomène qui préexistait, mais depuis le 7 octobre 2023, on voit une explosion de violence et de haine antisémite partout en Europe. On sent que ça a libéré, une fois de plus, la parole antisémite, l'acte antisémite, et que le conflit est utilisé comme un prétexte, il est instrumentalisé pour attaquer les Juifs en Europe. Et il faut toujours le rappeler de façon extrêmement claire, quand on s'attaque un juif en France, on s'attaque à la France, on s'attaque à la République, et c'est pour ça que nous avons dans notre pays des forces de l'ordre qui sont mobilisées pour protéger les synagogues, pour protéger les écoles. C'est malheureux d'avoir en arrivé là. C'est malheureux que les fidèles pour entrer dans les synagogues doivent être protégés par la police, mais de fait, le gouvernement, le président de la République sont extrêmement mobilisés. Et on le voit, cette haine d'Israël est utilisée comme un carburant pour attaquer des juifs. Et là-dessus, je veux dire plusieurs choses. Premièrement, c'est que les responsables politiques ont une responsabilité, y compris dans la parole, puisqu'on voit ceux, comme la France Insoumise, qui précisément ont utilisé la question palestinienne comme un carburant électoraliste, avec des conséquences, y compris des conséquences dans la violence. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a raison quand il saisit de ne rien laisser passer. De ne rien laisser Encore passer. ce matin, monsieur le ministre, un élu du Doubs, conseiller municipal du Vert gauche, Ismaël Boudjekada, a dit qu'il aurait voulu être à Amsterdam, donc pour participer à cette chasse aux Juifs. Bruno Retailleau, à chaque fois, il a raison. Il a raison. Oui, bien sûr, il a raison. Il faut absolument rien laisser passer, parce qu'en fait, finalement, après, on s'habitue. On laisse les ennemis de la République grignoter. On s'est trop habitué, d'ailleurs. Donc, en tout cas, pendant longtemps, on n'a pas suffisamment dénoncé, on n'a pas suffisamment combattu. Donc aujourd'hui, il faut une main absolument ferme, il ne faut rien laisser passer. C'est pour ça que Bruno Retailleau a raison de saisir le procureur de la République sur les propos, par exemple, de la députée insoumise. Et après, vous me posiez la question, est-ce qu'il faut des mesures au niveau européen ? Oui, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à cela au niveau européen. Quand je vois ce qu'on a fait en France, par exemple, avec la loi sur le séparatisme, vous vous rappelez, il y a quelques années, faire la transparence sur les financements étrangers de l'islam radical, pouvoir se donner les moyens d'expulser des imams ou de dissoudre des associations soupçonnées de liens avec des mouvements radicaux. Pourquoi ne pas porter effectivement ce type de mesures au niveau européen ? En tout cas, c'est une réflexion qu'on a en ce moment avec le ministre de l'Intérieur. Mais oui, j'en fais une priorité. Et c'est, je crois, à la France qui s'est dotée d'outils, je veux le dire, qui s'est dotée d'outils importants pour défendre notre laïcité, pour lutter contre l'islamisme et pour lutter contre l'antisémitisme, y compris d'ailleurs l'antisémitisme et la haine en ligne. C'est un combat que nous avons porté. Eh bien, il faut le faire aussi au niveau européen. Vous-même, Benjamin Haddad, vous aviez été pris à partie par Jean-Luc Mélenchon. Il avait déclaré que vous étiez acquis à la politique de Benyamin Netanyahou. Il s'était indigné que ce soit vous, monsieur Haddad, qui vous occupiez de l'Europe. Est-ce que faire l'amalgame entre votre confession et votre action politique, ça relève de l'antisémitisme ? Oui, et je crois que ça avait été dénoncé comme tel d'ailleurs par de nombreuses Monsieur personnes. Mélenchon est antisémite ? Mais j'entends ce qu'il dit et je vois effectivement ses propos et ceux de son parti qui désignent les juifs, des personnalités juives comme Yael Braun-Pivet ou d'autres à la vindicte depuis déjà bien longtemps. Mais vous savez, fondamentalement, moi, je n'avais pas réagi à cette polémique à l'époque parce que je crois qu'il y a deux façons de faire de la politique. Soit on cherche justement constamment à cliver, à créer de la politique, à enfermer les gens dans des cases, à créer du conflit, de la conflictualisation pour exister. Soit on essaie de se mettre à sa tâche pour travailler au service des Français en avançant calmement. Moi, c'est plutôt mon approche et je crois que c'est celle aussi du gouvernement. Alors le calme, c'est ce qu'on espère, mais en tout cas, c'est un match de très haute tension et sécurité entre la France et Israël qui se tiendra jeudi. Benjamin Haddad, le fait que les autorités israéliennes aient appelé leurs ressortissants à ne pas s'y rendre, sous-entendu, il n'y aurait pas toute la sécurité en France. Est-ce que ce n'est pas une forme de camouflet pour notre pays ? Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, les footballeurs et les supporters israéliens sont les bienvenus à Paris, comme ils étaient d'ailleurs les bienvenus aussi les athlètes israéliens dans des Jeux Olympiques. Il y a des forces politiques qui nous demandent le boycott. Ce n'est pas une pratique acceptable. Le sport, ça doit être aussi un moment d'amitié entre les peuples. Et donc, les Israéliens sont bien sûr les bienvenus. On avait boycotté les athlètes russes. Non, ils étaient sous bannière neutre, mais bon. Mais, une forme de boycott. Mais en tout cas, là, les Israéliens sont bien sûr les bienvenus à Paris. Et je me félicite d'ailleurs du message qui est envoyé par le président de la République, par le Premier ministre, qui se rendront à ce match, ce qui montre encore une fois que ça va être un moment de fête, que le meilleur gagne, mais il ne faut pas politiser. De fête, vous y croyez ?
Bien sûr, c'est le sport. Il faut que ça soit il faut que ce soit un moment de fête et de rassemblement. Il y aura toutes les dispositions en termes de sécurité qui seront prises, mais je me félicite encore une fois qu'on n'a pas cédé à l'intimidation, on n'a pas cédé au chantage. Encore une fois, les Israéliens sont les bienvenus à Paris. Que ce soit c'est ça. Exactement. Que ce soit les footballeurs, les supporters, et vous aurez des personnalités comme le président de la République ou le Premier ministre et des ministres qui seront présents à ce match pour soutenir l'équipe de France. Alors, je l'espère, j'ai un déplacement prévu, donc on verra effectivement comment on organise ça. Le président Emmanuel Macron y sera. On peut y voir un symbole, car son absence lors de la marche contre l'antisémitisme avait été beaucoup commentée et notamment dénoncée, pas seulement par les Français juifs, mais en particulier par les Français juifs. C'est aussi le même président, M. Haddad, qui avait évoqué l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Tout à l'heure, l'ambassadeur d'Israël sera au Quai d'Orsay pour autre chose, pour s'expliquer après l'incident dans les Léonards à Jérusalem-Est. On a du mal à comprendre la position aujourd'hui de la France vis-à-vis d'Israël. Si vous deviez ce matin, sur CNews et Europe 1, nous la résumer, que diriez-vous ? Non, mais moi je crois qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté et qu'il ne faut pas mélanger, par exemple, les sujets. Le président de la République, son engagement contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme, puisqu'il a été l'un des premiers d'ailleurs à dire que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme, il ne souffre d'aucune contestation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous le disais, qu'on voit une mobilisation des forces de l'ordre, des autorités pour protéger la communauté juive depuis déjà des années. Et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se rend, et c'est un message, encore une fois, fort d'amitié, de fraternité, de se rendre à ce match. Après, effectivement, il défend la position qui est très claire, qui est la position de la diplomatie française, qui, dès le 7 octobre, qui a été une dénonciation absolue et sans ambiguïté de la barbarie terroriste du Hamas le 7 octobre contre les civils israéliens, avec le soutien au droit des Israéliens à se défendre contre le terrorisme dans le respect du droit international humanitaire. Aujourd'hui, la France appelle à un cessez-le-feu qui peut mener à la reprise des négociations pour une solution politique à deux États, ce qui a toujours été un État israélien, un État palestinien, ça a toujours été la position de la France. La libération inconditionnelle des otages. Je rappelle que nous avons toujours 2 otages français, d'ailleurs, Ofer Calderon ou Hadi Aloumi, qui sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Et donc, c'est à la fois la voix de la France de s'élever contre l'antisémitisme, mais aussi de promouvoir la relance du dialogue politique, la solution politique à deux États et la fin des combats dans la région. J'entends. Est-ce qu'on peut appeler un cessez-le-feu, comme vous le faites, et en même temps dire que, et en même temps, c'est l'expression adaptée, et dire que Israël a le droit de se défendre? Mais encore une fois, Israël a le droit de se défendre. Après le 7 octobre, il y a une réponse évidemment à l'attaque terroriste barbare. Aujourd'hui, encore une fois, l'objectif du président de la République et de la diplomatie française, c'est de retrouver les voies d'une solution politique. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive, au-delà de la dimension militaire et des combats, à créer un cadre politique qui est la garantie de la sécurité durable et de la stabilité dans la région. Encore faut-il que la voix de la France porte. Il y a aujourd'hui une piste pour que cet accord, pour que ce cessez-le-feu puisse un jour arriver sur la table de négociation? Mais vous savez, la voix de la France, comme celle de nos partenaires, déjà, on tient notre rang, on utilise notre voix. Je constate qu'on est très impliqué, notamment, par exemple, au Liban, dans l'aide humanitaire. Il y a encore quelques semaines, le 24 octobre, une grande conférence humanitaire sur le Liban qui a permis de lever près d'1 milliard d'euros, 800 millions d'aide humanitaire, 200 millions pour le soutien aux forces armées libanaises, qui est un enjeu aussi, bien sûr, de souveraineté pour le Liban. C'était plus d'ailleurs que les objectifs que s'étaient donnés les Nations Unies pour cette conférence. Donc voilà, la France est en initiative et la France, effectivement, fait porter sa voix, et y compris, encore une fois, par des initiatives concrètes comme le soutien humanitaire. Alors l'actualité, monsieur le ministre en charge de l'Europe ces dernières heures, c'est une brusque accélération des événements au sujet de l'Ukraine. Selon la presse américaine, le Washington Post en particulier, Donald Trump se serait entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. Il lui aurait conseillé de ne pas aggraver la guerre, avec à la clé la possibilité pour Moscou de conserver les territoires conquis. Le Kremlin dément cet appel, mais des mouvements de troupes laissent penser quand même qu'il y aurait une accélération. Comment vous réagissez ce matin ? Trump peut-il être l'homme des négociations sur l'Ukraine? Déjà, je voudrais rappeler qu'au fond, et au-delà d'ailleurs de l'Ukraine, mais au fond, ce qui se passe en Ukraine, ça engage avant tout notre sécurité, nous, d'Européens. C'est une agression contre un État souverain à nos frontières, avec les conséquences d'ailleurs que ça pourrait avoir sur des pays... Oui, non, aux portes. Quand on voit les États baltes, la Roumanie, la Pologne, ce sont des États de l'Union européenne, ce sont des États membres de l'OTAN. Vous diriez que nos intérêts vitaux sont en jeu en Ukraine? Les intérêts vitaux de l'Union européenne, bien sûr. Je pense que c'était effectivement un enjeu existentiel pour l'Union européenne. Si on laisse Vladimir Poutine gagner, ça crée un précédent désastreux pour les relations internationales, y compris sur d'autres théâtres. Donc c'est à nous aussi de faire entendre notre voix, de continuer à soutenir les Ukrainiens à pouvoir se défendre. Et en effet, la seule façon de mettre fin à cette guerre, et c'est le message que nous portons aussi auprès
de nos alliés américains avec qui nous travaillerons, avec l'administration Trump, c'est de donner aux Ukrainiens les moyens de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain pour pouvoir engager une négociation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de pouvoir même frapper sur le sol et en profondeur sur le sol russe. Est-ce que, pour être clair dans ma question, est-ce que le soutien aujourd'hui à l'Ukraine est inconditionnel et sans limite? Non, mais rien n'est inconditionnel ou sans limite. Mais le sujet, fondamentalement, c'est comment est-ce qu'on donne aux Ukrainiens les moyens de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain qui peut mener à une négociation. Moi, j'entends aujourd'hui le président Zelensky, qui depuis longtemps, par exemple dans son plan de victoire, dit qu'il souhaite pouvoir négocier. Mais après, une négociation, elle se base sur un rapport de force. Et le rapport de force qui doit pouvoir se rééquilibrer sur le terrain, c'est quand on donne aux Ukrainiens les moyens précisément de pouvoir mener cette négociation. Est-ce que Trump pourrait être l'homme de ce rapport de force? On le connaît quand même pour ce rapport de force et son goût du deal. En tout cas, c'est le message que nous portons et que nous continuerons de porter auprès des autorités américaines. Ma question, est-ce que Trump peut être l'homme de ces négociations pour vous? En tout cas, mais vous savez, au fond, mais je sais qu'on va... Vous n'y croyez pas, monsieur le ministre, vous ne voulez pas le dire, parce que semble-t-il, s'il est en contact avec Poutine, il est le... Non, mais en réalité, moi, je fais pas de la spéculation sur ce que va faire quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis la position que nous porterons et ce que nous devons faire aussi pour prendre en charge notre propre sécurité. Parce que vous avez dit que ce serait une erreur historique d'abandonner l'Ukraine. Négocier, c'est abandonner? Non, mais pas du tout. Je vous dis, encore une fois, abandonner, c'est laisser Vladimir Poutine gagner la guerre et le précédent que ça créerait. La question, c'est comment on crée les conditions d'un rapport de force pour une négociation. Maintenant, fondamentalement, ce que nous voyons avec l'élection de Donald Trump, mais au fond avec les tendances même qu'on avait vues avec ses prédécesseurs. Vous avez vu venir, je vais le préciser à nos auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de CNews, vous avez publié ce livre il y a quelques années, en 2019, il s'intitule « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et les désillusions européennes », c'est-à-dire au moment où tout le monde pensait que Trump était terminé, que même Trump ne pouvait même pas émerger, vous l'avez vu arriver. Vous ne faites pas partie de ces élites aveuglées. J'ai vécu le premier mandat de Donald Trump aux États-Unis et je crois qu'effectivement, moi je ne crois pas aux leçons de morale. Moi j'ai voulu voir en tant que Français, de façon analytique, déjà les sujets qui ont fait son succès. Et que ce soit les questions de l'immigration, la question de la désindustrialisation, le rejet des interventions militaires par une partie de l'opinion publique américaine, en particulier après les échecs de l'Afghanistan et de l'Irak. Et au fond, l'accélération aussi qu'il représentait, je ne pense pas qu'il représente une parenthèse ou un accident de l'histoire. On a vu, par exemple, les tendances protectionnistes qui ont été continues, voire amplifiées par l'administration Biden, avec certains tarifs douaniers, avec l'IRA, contre même les intérêts de l'industrie européenne. Et donc, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est pour nous, Européens, de prendre en charge notre propre sécurité, notre destin, d'investir dans notre défense, de nous donner les outils, d'assumer des rapports de force aussi sur le plan commercial, de soutenir notre industrie, c'est-à-dire d'investir dans notre autonomie stratégique. C'est le fameux sursaut européen. Mais pourquoi vous ne dites pas d'abord la France ? Mais la France, nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis 2017, en faisant baisser le chômage, en doublant le budget militaire de la France sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron, en investissant dans la réindustrialisation. Mais après, les intérêts de la France, les intérêts de la France, c'est aussi d'être influent en Europe et d'avoir une Europe qui est capable de défendre ses intérêts. Parce que fondamentalement, entre les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, on a intérêt à peser ensemble en Européens. Mais c'est pour ça que je vous reviens juste rapidement sur la question de l'Ukraine. Le vrai sujet, une fois de plus, c'est comment est-ce que nous, Européens, sommes capables, collectivement, en coopérant au niveau, par exemple, de l'industrie de défense, comment est-ce qu'on est capable de défendre ensemble nos intérêts. Mais expliquez-nous ce matin, quelle Europe? Celle de Viktor Orban, dont vous aviez dit il y a 2 ans, je vous cite, et dénoncé sa dérive autoritaire et le fait qu'il détourne les fonds européens. Celle d'Olaf Scholz, fragilisé en Allemagne et probablement remplacé avant Noël. Ou celle de Giorgia Meloni, dont vous aviez critiqué le repli national au sujet de l'immigration? Giorgia Meloni, non. Ce que j'ai dit, c'est que, au contraire, ce que j'ai dit, c'est que quand elle a été élue, elle a fait appel à l'Europe et à la coopération européenne précisément pour avoir des résultats sur l'immigration. Mais j'avais parlé de ça pendant sa campagne. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant sa campagne, elle a fait croire qu'il y avait des solutions uniquement nationales et unilatérales pour avoir des résultats sur l'immigration et que c'est à travers la coopération européenne. Mais une Europe qui est capable de se défendre, une Europe qui investit dans son autonomie. Celle de M. Scholz? Mais non, déjà celle des 27. On a besoin de travailler avec nos partenaires. On dit souvent l'Europe des 27 et le 28e. C'est la Commission européenne. Mais en réalité, moi ce que je constate, c'est que quand j'entends l'Europe aujourd'hui, la Commission européenne, dans son collège des commissaires actuel, qui parle de souveraineté industrielle, de souveraineté technologique, de nucléaire comme énergie de décarbonation, qu'il y ait un commissaire à la défense, je vois que le logiciel change, je vois qu'on fait changer le logiciel, je vois qu'on sort d'une forme de naïveté quand on impose des tarifs à la Chine face à son comportement commercial déloyal sur la question des véhicules électriques. Mais maintenant, effectivement, il faut ce sursaut. Moi, ce que je constate quand je vois aux États-Unis, c'est que les Américains, au fond, ont toujours faim.
ils veulent innover. Ils veulent créer, ils veulent investir dans leur défense. Donc la question que je pose aujourd'hui aux Européens, c'est est-ce qu'on a faim ? Est-ce qu'on veut innover ou est-ce qu'on veut simplement être des sujets, un théâtre passif des rivalités des grandes puissances ? Moi, je veux qu'on soit un acteur. Et un acteur, ça veut dire investir massivement dans notre compétitivité et notre productivité au niveau français comme au niveau européen, en unifiant les marchés de capitaux, en terminant le marché unique, en mettant plus l'accent sur l'innovation que sur la régulation. Parce que ces dernières années, ça a été au niveau européen beaucoup l'accent sur la régulation, sur les questions technologiques. Là, je crois au contraire qu'il faut qu'on soutienne nos entreprises et nos innovateurs. Et en pensant à nos agriculteurs. Bien sûr. Je veux vraiment terminer par cette question. Il nous reste quelques secondes. C'est une question, c'est un sujet qui risque d'allumer de nouveau la colère des agriculteurs. Le fameux Mercosur, l'accord de libre-échange qui défavoriserait très largement nos producteurs nationaux. L'enjeu désormais de rallier d'autres pays européens, puisque la France, on le sait, ne veut pas le signer. Est-ce qu'il va être signé là dans quelques jours ? Vous voyez bien, la position de la France, elle est extrêmement claire, c'est que cet accord n'est pas acceptable en l'état. Donc nous travaillons. On a les moyens de s'y opposer. Nous travaillons avec nos partenaires européens pour construire effectivement une coalition qui dit très simplement qu'on a des exigences aussi bien effectivement sur les questions d'équité commerciale, c'est-à-dire très simplement que quand on s'applique des normes, des standards, par exemple pour nos agriculteurs ou nos entreprises, eh bien il faut que nos partenaires commerciaux s'appliquent les mêmes. Et après aussi bien au niveau des normes environnementales, c'est-à-dire la protection notamment des accords de Paris et du développement durable. Vous pouvez nous garantir ce matin qu'il ne sera pas signé cet accord là d'ailleurs au G20 dans les prochains jours ? Je ne le souhaite pas. En tout cas, c'est clairement le combat de la France, c'est de s'opposer à cet accord en l'état, de mobiliser nos partenaires pour s'y opposer. Parce que ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, quand on sort d'une forme de naïveté sur les accords commerciaux. D'ailleurs, on voit que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu, c'est qu'il y a ce retour de bâton contre ces accords commerciaux qui ne sont pas considérés comme équitables et qui ont mené, par exemple, à une forme de désindustrialisation. Eh bien, là, on doit être capable de défendre nos intérêts sans naïveté. C'est le message que porte le gouvernement sur la question du Mercosur. Merci, monsieur le ministre délégué en charge de l'Europe, Benjamin Haddad. Merci pour cette grande interview. Bonne journée et à bientôt. Merci.